Dimanche 17 juin 2018, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le temps qui vous sourit, puisque vous êtes des milliers à le suivre via le réseau satellitaire sur Internet. Et bienvenue dans Dimanche Politique, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM, la nouvelle radio africaine 102.3. Dans ce numéro, il sera essentiellement question de la gestion des marchés autonomes du Bénin, leur contribution au PIB national, les différentes réformes qui s'y mêlent. Vous comprendrez pourquoi. Quand James William Ogbagidi, journaliste et co-animateur de ce programme, déclinera le profil de la personnalité politique que nous recevons pour vous. Je rappelle qu'elle est très jeune. Et le déroulé de ce programme, vous le savez, nous impose de parler de l'actualité de notre invité. Ce sera fait dans ce numéro de Dimanche Politique. Bienvenue, James William Ogbagidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, Akad Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs sur Diaspora FM, la 102.3. Une date, le 3 avril 1978, c'est celle qui a vu la naissance de notre invité quelque part à Cotonou. Ses études primaires vont se dérouler à Cotonou justement, mais ensuite à Boyikon où il a fréquenté l'école primaire publique de Bagnécon. Ces études-là vont s'achever par un baccalauréat de série D obtenu en 2001. Sa formation universitaire est polyvalente, c'est lui-même qui le dit. Physique, chimie, d'une part, il obtient une licence dans le domaine. Droit de l'affaire, carrière judiciaire. Il va poursuivre en administration des affaires et obtiendra un master en 2009. Il est en instance d'inscription à l'université de Perpignan pour achever donc ce cycle. Son parcours professionnel est intéressant aussi, enseignant de sciences physiques dans plusieurs lycées et collèges de la ville de Boyikon. Il a été nommé par arrêté communal à la mairie de Boyikon en 2009 pour se charger de la gestion des unités marchandes dont les gares routières et parkings sous l'administration de la ville. Il est depuis juin 2016 directeur général de la SOGEMA et cela se mêle à son parcours politique qui commence avec le cercle de réflexion et d'action pour le développement du zoo qu'il a créé, avec lequel il a contribué à l'élection à une certaine époque du député Joachim Dahiesiro à l'Assemblée nationale. Ensuite, militant RB, responsable à la jeunesse de la ville de Boyikon, responsable à l'organisation de la campagne électorale RB-RP en 2015. Il est devenu un soutien inconditionnel et de première heure du candidat Patrice Talon, d'où une rupture avec la Renaissance du Bénin, superviseur de zone de la 23e circonscription électorale dans le cadre de cette campagne électorale. Il fut donc un des acteurs de premier plan de la victoire de Patrice Guillaume Athanase Talon dans le plateau d'Aboumé. Vous aurez donc compris que nous recevons pour vous aujourd'hui Armand Gansey, qui est l'actuel directeur général de la SOGEMA. Armand Gansey, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Bonjour, chers amis. Bonjour, éminents journalistes. Et merci de m'inviter pour que je puisse quand même me prononcer sur les questions d'actualité et me prononcer également sur ma gestion à la tête de la SOGEMA. Merci beaucoup. Merci à vous, Armand Gansey. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jeune loup aux dents très longues, c'est un peu comme ça que vous êtes perçu dans le sérail national politique. Que dites-vous de cette image utilisée pour vous décrire? Me décrire, évidemment, vous savez, d'abord l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas de nous affirmer pendant que nous sommes avec un chef et nous étions restés avec des chefs et pour lesquels nous avions été des sacs au dos pratiquement, nous avions été des précurseurs, mais ce n'était pas la peine de nous affirmer, de nous afficher pendant que le chef est là. Ça dit quoi? Ça dit que, vous voyez un peu, quand il a fait la lecture de mon parcours, vous voyez que nous étions en politique, ça fait un moment. Et pourtant, on n'était pas trop connus du public. Aujourd'hui, c'est grâce à la rupture que le public nous a connus. Et ce qui a amené ça, c'est parce que l'éducation que nous avons reçue ne nous a pas permis de devancer le chef, de s'affirmer derrière le chef, de faire ceci, cela. C'est pourquoi on travaille toujours dans l'homme. Nous sommes les militants de l'homme. Nous sommes pratiquement les piliers de l'ombre. Voilà, puisqu'on ne peut pas parler de la politique dans la 23e circonscription électorale sans quand même nous compter parmi
les hommes les plus valides de la 23e. Justement, de fait, vous étiez ce vendredi dernier à Boïkon pour prendre part à la prière de clôture du Ramadan, le carême musulman avec la communauté islamique de Boïkon, votre ville natale. Alors même que les lieux de prière ne manquent pas à Cotonou, vous exercez vos fonctions et que de surcroît, vous n'êtes même pas musulman. Est-ce que ce n'est pas un signe d'opportunisme politique ? Évidemment, qu'est-ce que vous appelez signe d'opportunisme politique? Et d'abord, permettez-moi de rectifier rapidement parce qu'effectivement, quand vous m'avez appelé, je vous avais dit que je serais à Boïkon le vendredi pour rester partager la fête du Ramadan avec les frères et sœurs musulmans de la ville, mais malheureusement une situation m'a retenu, si bien que j'ai été obligé de marquer mon absence à cette fête. Toutefois, j'ai envoyé mes collaborateurs pour aller gérer la fête là-bas avec les amis. C'est pas question d'opportunisme politique, mais c'est question de relation. Et lorsque vous êtes avec des gens, lorsque les gens vous portent, il n'est pas normal que vous les abandonnez pendant que ceux-là ont besoin de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est Boïkon qui nous a portés. Aujourd'hui, c'est grâce à Boïkon que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à la 23e circonscription électorale. C'est grâce au plateau d'Abomey que moi je suis là. Et donc, je représente valablement la jeunesse du plateau d'Abomey aux côtés du chef de l'État. Et il n'est pas question que cette jeunesse soit dans une situation peut-être de fête ou de malheur même, pour que je les abandonne. Ce n'est pas normal. Je vous ai parlé dans l'éducation. En l'espèce, c'était une réjouissance. En l'espèce, c'est une réjouissance justement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne doit pas les abandonner, parce qu'il faut partager cette fête avec les musulmans, puisque c'est la fête de Ramadan. Et il faut quand même avoir l'aimabilité de partager ça avec les croyants. Eux, ils ont cru en leur religion et ils ont fait des carèmes pour pouvoir prier pour le pays, prier pour la nation, prier pour le chef de l'État, prier pour nous-mêmes, prier pour tous ceux-là qui ne sont pas musulmans et tous ceux qui sont musulmans. Et donc, pendant que leur prière soit exaucée, il faut que nous aussi, nous puissions partager ce repas de vendredi avec ces derniers pour qu'ils se sentent quand même entourés de leurs amis, de leurs patrons, de leurs aînés, etc. Voilà un peu l'objectif. Ce n'est pas forcément politique. On n'y va pas pour parler politique, mais on y va pour parler de fraternité, parler de la joie, parler de nos difficultés, prier toujours pour le chef de l'État, prier pour la nation béninoise. Voilà. De toute façon, vous avez encore l'énergie nécessaire. Vous avez gardé l'énergie nécessaire pour prendre la route jusqu'à nous, à Glou-Djibé, pour nous accompagner tout au long de cette émission Dimanche politique. Puisque nous parlons de la commune de Boïkon, restons-y, puisque c'est là que vous avez la plupart de vos attaches. Dans cette même région, il y a un autre jeune, un autre maître, c'est bien le maire, Luc Atropo, votre ancien ami que vous avez défié lors des derniers présidentiels, lui qui a soutenu un autre candidat face au vôtre. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Quel rapport entretenez-vous avec Luc Atropo? Merci beaucoup. Et évidemment, vous avez déjà tout dit. Effectivement, et le maire Luc Atropo, ça je le reconnais à la face du monde. Il faut avouer que j'ai connu ma première promotion politico-administrative sous sa gestion. C'est lui qui m'avait envoyé gérer les unités marchandes de la mairie de Boïkon, notamment les parkings et consorts. Et donc, le premier arrêté communal de ma nomination porte sa signature. Et ça, je le lui reconnais. Étant donné que la politique étant ce qu'elle est, à un moment donné, nous sommes rentrés dans une situation où les avis n'étaient pas partagés. Étant donné que les avis n'étaient pas partagés, moi j'ai pris mon chemin et je n'ai pas pris ce chemin sans lui, Luc Atropo, parce que c'est la RB qui avait fait son deal avec l'actuel chef de l'État. Et comme nous, je vous l'ai dit tantôt, nous étions des jeunes téméraires, des jeunes audacieux, des jeunes qui peuvent aller à des missions données. Et c'est au regard de ça qu'on nous avait envoyé à cette mission. J'ai été envoyé en mission. Dans un premier temps, j'ai été envoyé pour une autre mission, mais dès lors que j'ai rencontré le candidat, je me suis dit, bon, voilà un candidat qui pense à la jeunesse, voilà un candidat à l'écouter, à l'entendre, qui développe son programme sur la promotion de la jeunesse, et moi, je préfère le suivre. Et donc, quand on a commencé, mes anciens alliés qui devraient me rejoindre
puisque c'était grâce à eux que j'ai été là-bas, qui devaient me rejoindre chemin faisant, moi abandonné, eux ils ont choisi le chemin, ils sont allés faire Zissou. Et moi j'ai continué mon chemin avec l'actuel chef de l'État. C'est vrai que ça n'a pas été carrément de la joie. Vous savez un peu, quand on veut s'opposer à la décision des aînés, vous savez un peu ce qui se passe. J'ai perdu mon job à la mairie de Boycon dans cette histoire. Dieu merci, le peuple béninois souverain a confié sa gestion au chef de l'État en mars 2016, ce qui a fait que nous, on n'est pas tombé dans la honte et on a eu la victoire sur les adversaires politiques. Il faut noter qu'ils ne sont pas des ennemis politiques, sur des adversaires politiques. Et Dieu merci, le chef de l'État, il m'a mis dans mon marigot en me confiant à nouveau la gestion des unités marchandes autonomes du Bénin. Où, depuis 2 ans, je m'attelle à travailler de jour comme de nuit pour faire un résultat, pour montrer quand même que la jeunesse aussi est capable de faire quelque chose. Jusque-là, vous n'avez pas parlé de vos rapports, des relations que vous entretenez actuellement avec Luc Atropo, actuel maire de la commune de Boycon. Bon, vous savez, le maire Luc Atropo, je devrais entretenir une relation de fraternité, une relation de convivialité avec lui, mais il faut avouer, vous êtes dans le pays, quand j'ai été nommé à la tête de la SOGEMA, on avait mis à ma trousse une communication, une sale communication, une mauvaise communication pour montrer à l'opinion. Est-ce lui qui en était à la base? Laissez-moi finir, vous voulez que j'aborde la question forcément, donc laissez-moi évoluer. Allons-y. Donc on avait mis à ma trousse une communication nauséabonde pour pouvoir intoxiquer et mettre dans l'opinion que voilà un vilain individu qu'on a nommé à la tête de la SOGEMA, voilà un incapable, etc. Alors que quand on regarde un peu mon parcours, je pense avoir apporté beaucoup pour la mairie de Boycon. Et donc, quand ça a commencé comme ça m'a frustré. Ça m'a frustré parce que au lendemain de ma nomination, je devrais bénéficier de leur soutien. Je devais bénéficier de leurs accompagnements, mais ça a été le contraire. Et ce qui a amené ça, je ne vais pas étaler ça sur la place publique, je ne vais pas évoquer ça ici. Ce qui a amené tout ce problème, toute cette guéguerre, c'est entre le maire Luc Atropo et moi. Et comme Dieu sait unir ses enfants à l'heure et au moment où il le veut, je pense que le moment viendra où lui et moi, en face à face, on va se regarder pour se dire la vérité. En tout cas, si actuellement, nous ne partageons pas les mêmes visions, même si aujourd'hui ils sont avec le chef de l'État, moi je suis avec le chef de l'État également, mais à l'interne, moi je ne partage pas les visions. Voilà. En tout cas, justement, vous n'hésitez pas à fustiger la gouvernance actuelle de la mairie de Boycon, pas votre ex-mentor. Que lui reprochez-vous concrètement? Et vous savez, je ne voudrais pas... Il y a une situation conflictuelle. Il y a déjà... si on était en harmonie, si l'ambiance était au rendez-vous, je pourrais opiner sur la gestion de la ville de Boycon, mais je ne voudrais pas aborder la gestion de la ville de Boycon parce que quand je vais vouloir l'aborder, les gens vont penser ça autrement. Les gens vont se dire que c'est parce que je ne suis pas bien avec lui, c'est parce que je ne suis pas ensemble avec lui que je vais forcément le détruire. Moi, on ne m'a pas appris à détruire les gens, on m'a appris à émettre des idées, à analyser, à critiquer dans le sens positif. Donc, si je vais laisser cette critique, je pense que par rapport à la gestion de la mairie de Boycon, il y a encore des trucs à apporter. Ce n'est pas une gestion saine, comme toute gestion d'ailleurs. Ce n'est pas une gestion saine, il y a encore des touches à apporter, mais je ne voudrais pas étaler ça sur la place publique. Permettez-moi de vous répondre ainsi, parce que moi-même, actuellement, je suis dans un acte de gestion et je ne voudrais pas que très tôt, je ne compte pas critiquer une gestion auquel j'avais participé. Je ne voudrais pas commencer par critiquer cette gestion ici dans vos murs pour qu'on dise que c'est parce qu'il n'est plus là qu'il est en train de dire ci, qu'il est en train de dire ça. Le maire même, Luc Atropo, c'est que par rapport à sa gestion, il faut quand même des touches
à y apporter. Amagansé, je rappelle à nos auditeurs de Diaspora FM, la nouvelle radio africaine, qui ne vous voit pas mais qui vous entend, que nous recevons bien entendu Amagansé, administrateur des affaires, directeur général de la Sojima. En tant la victoire écrasante du candidat Patrice Talon dans le plateau d'Abomey, notamment Boycon, vous aurez donné des ambitions. Qu'en est-il? Êtes-vous mu par l'ambition de gérer une fois demain la mairie de Boycon ou d'être député de la région? Moi, je vous le dis, et permettez-moi de vous le dire, mon problème, ce n'est pas d'abord des ambitions politiques. Non, les ambitions, loin de là. Les ambitions politiques, pour moi, ça vient au second rang. Mon problème, c'est une question de conviction. L'idéologie que nous défendons, c'est le plus important. Qu'est-ce que nous défendons? Avec le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon, et nous avions défendu une idéologie et je remercie Dieu, le chef de l'État est en train d'imprimer cette marque-là aujourd'hui au Bénin. Et ça, je vois que je n'ai pas supporté quelqu'un qui avait prôné pour une idéologie et qui, une fois à la tête du pays, a commencé par faire autre chose. Il est resté droit dans ses bottes, il est resté dans la ligne de son projet de société qu'il avait présenté aux Béninois. Si vous voyez un peu le projet si vous consultez, vous examinez le projet de société du chef de l'État et que vous examinez le PAG, vous allez voir que le PAG n'est qu'une émanation du projet de société du chef de l'État. C'est dire qu'il est resté droit dans ses bottes. Et c'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller à la quête d'une mairie, d'aller à la quête d'un poste de député et consort. Vous savez, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Moi, je suis à la Sojima. J'avais ratissé l'âge pour le chef de l'État à Boycon et environ, et je dois continuer dans le même sens. Si demain, le numéro 1 du pays m'appelle et me dit, bon, voilà mon partisan, voilà la règle de conduite, la nouvelle règle de conduite, je dois suivre ça. Mes ambitions sont assujetties à la volonté politique du chef de l'État. Je n'ai pas d'ambition unilatérale, je n'ai pas d'ambition propre. Mes ambitions sont assujetties donc à sa volonté politique. Si demain, le chef de l'État nous appelle et nous demande de suivre tel ou tel candidat, alors nous travaillons pour le candidat. Si demain, écoutez, même si c'est Luc Atoupo, on travaille pour lui parce que c'est le chef de l'État qui a le dernier mot. Nous sommes avec lui et comme je vous le dis, nous, on ne nous a pas appris à nous affirmer, on ne nous a pas appris à nous afficher, que ce soit positivement ou négativement, contre la volonté de notre aîné. Aujourd'hui, mon parrain, mon aîné, celui-là qui fait ma promotion et qui fait la promotion de la jeunesse aujourd'hui, c'est bel et bien le chef de l'État, le président Patrice Talon. Mais n'oubliez pas, lorsque vous gagnez une élection et après les élections, vous abandonnez ceux-là qui vous ont aidé à gagner l'élection, c'est un peu comme si vous êtes ingrat envers ces derniers. Et c'est pour ne pas être ingrat envers cette jeunesse qui m'avait cru. N'oubliez pas que la Renaissance du Bénin et la 23e circonscription électorale est la zone de prédilection de la Renaissance du Bénin. Et pourtant, les jeunes avaient bravé la Renaissance du Bénin. Les jeunes s'étaient opposés à la Renaissance du Bénin pour me suivre. Qui suis-je? Personne. Pour suivre l'idéologie du chef de l'État, pour voter pour lui. Et donc, pour l'amener au pouvoir. Et aujourd'hui, en guise, en signe de reconnaissance à cette jeunesse, le chef d'État m'a choisi pour travailler à ses côtés. Et si moi, en retour, je ne fais pas un retour à cette jeunesse, ça veut dire que j'aurais péché à l'adresse de cette jeunesse, ça veut dire que j'aurais manqué de respect à cette jeunesse. C'est pourquoi chaque fois, je suis avec elle, je suis avec la jeunesse. Je fais de mon mieux et je ne suis pas le seul. D'ailleurs, les autres aussi font de leur mieux. Nous essayons d'entretenir toujours les relations que nous avions de par le passé avec notre base. Ce n'est pas pour autant que nous ambitionnons forcément le poste de maire, le poste de député, mais nous sommes en politique et nous sommes aptes à briguer tous les possibles en politique. Par conséquent, si demain notre destin prend par la mairie, nous allons prendre par la mairie. Si notre destin prend par l'Assemblée, nous allons prendre par l'Assemblée. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le terrain pour ratisser l'âge pour le chef de l'État. Il ne serait pas bien qu'un Gansé, nommé directeur général d'une société, ce n'est pas la société qui va me donner de l'argent pour que j'aille ratisser le terrain pour le chef de l'État. Aujourd'hui, on nous a éduqués autrement.
ce n'est plus avec de l'argent qu'on fait de la politique, mais c'est plutôt avec les idées. La politique aujourd'hui est basée sur les idées. Et ça, je remercie vraiment le chef de l'État pour nous avoir inculqué et cette éducation. Parce qu'avant, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas aller voir la base. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez 0 francs, vous irez voir la base. Et la base vous comprend. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui... Est-ce qu'elle vous comprend toujours? La base nous comprend toujours parce que la base continue d'espérer. Et la base voit un peu les nettoyages qui se font au sommet de l'État. La base voit un peu tout ce qui se fait aujourd'hui au sommet de l'État. Et la base comprend. Parce qu'avant, c'était géré carrément dans de laxisme total. Où dès que vous rentrez au village ou bien vous rentrez dans votre séquence électorale, vous êtes muni d'une mallette où c'est de partager de l'argent, c'est de distribuer de l'argent. Aujourd'hui, personne n'a cette main. Personne n'a cette main. Si vous donnez 1000 francs à quelqu'un, ça veut dire que c'est venu de votre salaire. C'est ça qu'il s'agit. C'est le plus à faire on ira voir le chef de l'État pour lui prendre de l'argent, pour aller injecter. Non, le pays a besoin de grandir. Le chef d'État veut amener le pays à l'image des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, même le Togo tout près ici. Donc il nourrit des ambitions nobles pour ce pays, pour le développement, le décollage du développement de ce pays. Et par conséquent, il n'est plus question pour que nous, qui sommes en train de travailler à ses côtés, pour faire un résultat, pour l'encourager, que nous l'embêtions avec ces histoires donc de donner pour qu'on aille donner. Et pourtant, Armand Ganser, vous ne manquez pas d'employer quelques-unes des méthodes de Luc Atropo, soutien aux jeunes par ici, dons aux femmes par là, tournoi de football soutenu par ici. Est-ce que vous n'êtes pas dans une dynamique qui est contraire à votre profession de foi? Non, et vous savez, la politique est remplie de tout. La politique, on parle d'abord de l'animation de la vie politique. Quand on parle de l'animation de la vie politique, ce n'est pas seulement les débats politiques. C'est d'animer aussi le terrain, parce que les jeunes ont besoin donc de cette animation pour pouvoir quand même se réjouir, pour pouvoir entretenir des relations de fraternité, de convivialité, etc. Donc, si aujourd'hui nous organisons les tournois de football à Boycon, nous organisons même les TD et consorts, c'est toujours pour renforcer cette amitié-là, toujours pour renforcer donc cette philosophie. Et pour entretenir un électorat politique. C'est d'abord pour renforcer cette philosophie qui consiste donc à entretenir la base. Et c'est pour renforcer cette philosophie que nous aussi, nous essayons quand même d'apporter notre pied à l'édifice. Et ce n'est pas forcément pour devenir tant ou tant. Écoutez, au moment où moi je battais campagne pour le chef de l'État, je n'avais jamais imaginé un instant que je serais directeur général de la SOGEMA. Ça, je vous le dis. Je n'avais jamais imaginé un instant que je serais directeur général de la SOGEMA. De la même manière, si on m'avait nommé ailleurs, j'allais encore vous dire que je n'avais jamais imaginé qu'on allait me nommer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'au moment où je battais campagne pour le chef de l'État, c'était basé sur une idéologie. C'était basé sur une conviction. C'était basé sur l'intérêt immédiat que j'aurais dans la victoire. Donc, lorsque vos combats sont basés sur la conviction, sur l'idéologie, je pense que dès qu'on fera votre promotion à un poste, même si c'est un poste de chef-service, vous serez content, vous allez travailler pour donner le meilleur de vous-même au service de la nation. Donc c'est ça qu'il s'agit. Contrairement à ceux-là qui, quand ils posent un pas ici, c'est d'abord déjà dans leur tête, on cherche à être maire ou on cherche à être député. Dès que vous cherchez à être maire ou à être député et que dans votre tête, vous n'avez pas une idéologie que vous défendez, dès que la nature va vous donner le poste, vous n'allez pas faire grand-chose parce que vous n'avez pas un plan d'action. Vous n'avez pas un projet de société. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous travaillons aujourd'hui aux côtés du chef de l'État, c'est vrai. Mais sur le plan politique, nous travaillons également pour éclairer la jeunesse. Parce que cette jeunesse était allée en déperdition. La jeunesse ne comprenait plus rien avant l'avènement du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous travaillons pour éclairer la jeunesse, pour apporter à cette jeunesse le rôle qui était la sienne. Le rôle qui était la sienne. Donc,
c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur le terrain. Et on ne peut pas parler tout le temps. Il faut quand même renchérir vos débats par des activités. Vous qualifiez ça de politique, mais moi je qualifie ça des activités sociales. À Mandancé, nous avons des étudiants ou des élèves aussi à Cotonou. Nous avons des femmes, des nécessités également à Cotonou. Pourquoi ne pas mener vos activités aussi à l'endroit de ces gens-là? C'est forcément dans la 23e circonscription que vous concentrez tous vos efforts. Et vous avez précisé également qu'avec la gouvernance actuelle, il y a peu de possibilités d'avoir de l'argent facile. Le salaire d'un DG de la SOGEMA, nous le connaissons. D'où est-ce que vous tirez les ressources nécessaires pour financer ces nombreuses activités caritatives sur le terrain? Écoutez, vous savez, même si vous n'êtes pas un responsable, vous êtes des amis par exemple, et dès lors que je vais vous développer mon projet et que je vais solliciter votre appui, forcément vous allez m'accompagner, parce que le Béninois aime accompagner, et comme je viens de le dire, ce qui est concret. Vous savez, je suis DG SOGEMA, je dois avoir forcément des amis, je dois avoir forcément des partenaires. Donc je ne suis pas tenu de ne pas avoir des partenaires, je dois avoir forcément des amis. Et ce sont les amis qui m'accompagnent, ce sont les amis qui m'aident à aller entretenir la base. Parce que même dans le code civil, c'est dit quelque part, nourrissez ceux qui vous ont nourri. Et ça relève donc du droit de l'enfant à l'égard de son père, nourrissez ceux qui vous ont nourri. Donc c'est un peu ça ce que moi je fais aujourd'hui, parce que c'est Boycon qui m'a nourri et je suis tenu de nourrir également Boycon. Ce n'est pas Cotonou qui m'a nourri, ce n'est pas Calavi. Tout comme Boycon quand même. Justement, sur le plan administratif, mon bureau est dans Cotonou et je travaille de façon administrative pour rendre un résultat reluisant, pour faire un résultat reluisant à Cotonou et puis comme au Bénin. Mais sur le plan politique, ceux qui m'ont porté au pinacle, c'est la population de la 23e, c'est la population de Boycon, et je ne vois pas en quoi je vais abandonner cette population pour venir rester à Cotonou pour dire que désormais j'appartiens à la population de Cotonou. Le Bénin est un et indivisible, mais chacun de nous a sa zone de prédilection. Lucas Troppo, pardon, je dis Lucas Troppo, on ne parle plus de Lucas Troppo à présent. À Mandancé, on a parlé de faux diplômes en évoquant votre nom, on a parlé de convocation dans un contentieux administratif, on a lu tout ça dans les organes de presse. Il y a quelque temps, vous avez parlé déjà de campagne de dénigrement, mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est et quelle est votre vérité sur les faits? Cette question m'intéresse beaucoup. Et vous savez, Dieu merci, et je voudrais profiter pour remercier la HAC, pour le remercier parce que le président de la HAC, je le remercie beaucoup, avec tous ses collaborateurs, je les remercie, tout simplement parce que aujourd'hui la vérité a fini par triompher. Vous savez, je vous ai dit, au lendemain de la nomination, on avait mis à ma trousse une communication nauséabonde pour d'abord mettre dans l'opinion que c'était un vil individu. Luc Atropo m'a connu enseignant. J'avais fréquenté avec Luc Atropo, nous avions fait le même collège. C'est vrai, il était mon aîné de 2 ans, je pense. Nous avons fait le même collège, il a fait un bac A, moi j'ai fait un bac D, j'avais fait le CGM Boycon. Je suis issu d'une famille typiquement pauvre, si je peux m'exprimer ainsi. Ma maman elle est ménagère, mon papa il est DA, donc vous savez même ce que ça veut dire chez nous. Donc, et il n'était pas un chef de collectivité, voilà, chef de collectivité, mais c'est pas qu'il était un homme riche avant qu'on ne l'intronise chef de collectivité. Donc, j'ai grandi, pour ne pas vous mentir, j'ai grandi dans la misère. J'ai connu la souffrance d'un enfant. J'ai subi la métamorphose complète de la vie. Et je ne vois pas en quoi je serai nommé à un poste, alors que ce que je suis en train de vous dire ici, il y a bon nombre de mes élèves qui sont en train de me suivre actuellement. J'ai été professeur de sciences physiques dans les collèges et lycées, pas seulement de Boycon. J'avais gardé la seconde D1 au CGM Corvée, je pense en 2004 ou en 2005. J'avais gardé la seconde D1 à Corvée.
et aussi jeune parce qu'il y avait pédagogie des professeurs et tout, on m'avait fait appel. J'avais une moto P50 à l'époque avec laquelle je faisais mon tour pour aller donner les cours au collège. Et j'avais fondé, en 2003, le cercle de réflexion. C'était un mouvement cercle de réflexion et d'action pour le développement du zoo. Un mouvement qui était composé uniquement que des enseignants vacataires du zoo, dont j'étais le président. Quel est le lien avec la question qui vous a été posée? Oui, je réponds à la question parce que quand vous avez parlé de faux diplômes, c'est une situation qu'on avait évoquée pour me mettre en déroute. Parce que j'avais travaillé à la mairie de Boycon et mes anciens alliés connaissent un peu ma détermination dans le travail. Lorsqu'on me confie une tâche, la détermination avec laquelle j'exécute la tâche, mes anciens alliés, ils en savent quelque chose. Et donc, pour mettre non seulement dans l'opinion que celui-là, il est quelqu'un à surveiller de près, on voudrait aussi mettre dans la tête du chef de l'État que celui-là, il faut le surveiller, ou bien celui-là, c'est quelqu'un dont le parcours est douteux. Pourquoi? Parce que de ma position de rang de chef de division de la mairie de Boycon, à la mairie de Boycon, au rang du directeur général d'une société générale autonome, a fait que les gens se sont dit, mais si déjà pour la première destination, on le prend pour directeur général autonome, ça veut dire que ce jeune homme, on veut le prendre pour nous combattre. C'est purement politique. Et on avait commis des journaux pour me vilipender, pour me détruire. J'avais fait arrêter un journaliste. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, ce journaliste, ce journal qui avait écrit tout ça là sur ma personne, contre moi, aujourd'hui, il a été condamné ou bientôt, il va encore sortir des articles pour me présenter ses excuses. Des excuses publiques. Ça veut dire quoi? Nous sommes au Bénin. Je n'ai jamais appris ailleurs. Je ne suis pas sorti du Bénin une seule fois pour aller apprendre même au Togo tout près ici. Même pas au Niger. Je ne détiens pas un bac nigérien. Je ne détiens pas un bac togolais. Je ne détiens pas un bac ivoirien. Je n'ai jamais appris ailleurs. Je ne détiens pas un BTS ivoirien non plus. J'ai appris ici au Bénin. J'ai connu tous mes parchemins ici au Bénin. Et il y a un ministère de l'enseignement supérieur, il y a un ministère de l'enseignement secondaire, il y a un ministère de l'enseignement primaire, où à partir donc de ces ministères, tout peut être vérifié. Et il y a tout ça là, il y a tout ce mécanisme, et pourtant, on me jette de l'opprobre, tout comme quoi. Mais écoutez, au moment où cette histoire avait commencé, il y a mes professeurs qui avaient voulu donner la voix. Ils avaient voulu organiser une conférence de presse. J'ai dit à mes professeurs, si vous le faites, parce que le chef d'État qui est là, il n'aime pas qu'on fasse trop de bruit. Ça, je ne suis pas le seul DG à être nommé dans le pays, mais j'ai été pratiquement le seul jeune à être lynché sur le plan médiatique. J'ai été pratiquement le seul DG à subir les affres de ma détermination à travailler aux côtés du chef de l'État. Alors, mais tout ceci, le journal qui a écrit ça et qui met ça sur les réseaux sociaux, ce journal a été condamné parce qu'il n'a pas pu apporter des preuves à ces allégations. Et il a été condamné où il devrait d'abord me prendre des excuses publiques. Et j'avoue que moi-même déjà, en amont, j'avais fait arrêter le directeur de publication de ce journal qui avait séjourné à la prison civile de Cotonou. Parce qu'effectivement, il n'avait pas les éléments. Nous autres, on ne peut pas valider cette réaction puisque nous prônons la dépénalisation des délits de presse. Oui, la dépénalisation des délits de presse, mais vous devrez quand même respecter la déontologie qui régit donc votre organisation. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire de n'importe quoi sur les gens parce que les autres aussi, ils ont des familles. Moi, je peux venir dire de n'importe quoi sur les gens ici, mais il ne revient pas à un journaliste de venir dire n'importe quoi sur les gens parce qu'un journaliste est avant et après tout un investigateur. Donc, dire de n'importe quoi sur mon parcours, et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne voudrais pas étaler sur la place publique ce qui divise aujourd'hui Luc Atropo et moi. Ça va partir d'un des points qui nous divise. Parce que tout ce coup-là est parti de la mairie de Boycon. Tout ce coup est parti donc de la mairie de Boycon et je ne voudrais pas étaler ça ici. On aura l'occasion. Le linge sale va se laver en famille. On aura l'occasion de se voir en face. Et j'avoue que dès qu'on va se voir, dès qu'on se verra, c'est lui
qui va me présenter lui ses excuses. Ça, je l'avoue. Les gens avaient tenté plusieurs fois la réconciliation, mais moi, aujourd'hui, celui qui m'a porté au pinacle, grâce à ce peuple souverain, c'est le chef de l'État. Et je ne saurais rien faire à son insu. Voilà. De toutes les façons, vous soutenez tous le chef de l'État et c'est le plus important. Ce ne sont pas les mêmes soutiens parce que vous savez, il y a des soutiens, il y a des soutiens moyennants parce qu'il y a des gens qui soutiennent et qui attendent en retour des postes. Mais nous soutenons l'idéologie et non soutenir pour avoir des postes. Vous n'avez pas refusé non plus le poste de DG de la Sogema. C'est aussi une possibilité. Justement, mais nous, on n'a jamais envoyé un CV en amont au chef de l'État pour lui demander des postes. Et vous savez, nous ne sommes pas dans un soutien politique, c'est ce que je voudrais dire par là. Nous sommes dans un soutien philosophique et je ne vois pas en quoi nous allons demander en amont des postes au chef. Je vous ai dit, moi, mes ambitions politiques sont assujettis donc à la volonté politique de l'État. Voilà. Merci à vous. Je soutiens tout ce que le patron fait. Heureusement qu'il est resté dans la ligne de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut mettre une barrière pour que plus rien ne se passe comme avant. Je vais revenir toujours à la question du diplôme parce que je n'ai pas fini de vider ça. Je n'ai jamais eu un faux diplôme dans ma vie. Je n'ai jamais eu un faux diplôme dans ma vie. Si je détiens un faux diplôme, que mes amis, les amis d'en face, qui m'attaquent, qu'ils viennent brandir. Voilà l'élément. Voilà. Il y a même la structure de monsieur, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Monsieur Jean-Baptiste, voilà, qu'ils aillent voir monsieur Jean-Baptiste pour lui dire bon voilà, les faits sont là. Je vous ai dit, j'ai fait l'université d'Abomey-Calavi. Mais allez vérifier. L'université a des archives. Il y a des fichiers, mais allez vérifier. J'ai fait l'université d'Abomey-Calavi et après j'ai fait CEPIP à l'époque, l'université de Glelay. Mais allez vérifier. C'est pour jeter de l'eau propre. Vous savez, c'était la politique qui se faisait avant. Le directeur de publication qui publiait ça, mes collaborateurs sont allés le voir et il leur a dit il reste 3 publications que je vais faire sur votre chef et on va le sauter. Ça veut dire que l'intention c'est qu'on me saute. Donc il faut inventer, il faut saboter pour qu'on me saute. Heureusement que le chef de l'État que nous avons aujourd'hui au Bénin, qui s'appelle Patrice Talon, il est très lucide et il est un homme averti. Et il a pu contourner tous ces hommes politiques-là qui avaient cru qu'ils allaient rentrer dans les mêmes erreurs que son prédécesseur. Il les a contournés. Il est très lucide. Mais écoutez, il y a les services de renseignement qui sont là. Je vous ai dit, je ne suis jamais allé ailleurs pour aller apprendre. J'ai eu mon baccalauréat au CG1 de Boycon. Et mieux, dans ma vie, je n'ai jamais été 2 fois en examen. J'avais mon secours à l'université d'Abomey-Calavi et j'ai été boursier à l'université d'Abomey-Calavi. Les archives sont là. Allez vous renseigner. On va s'intéresser à un autre sujet, notamment la gestion des marchés autonomes. Vous êtes depuis juin 2016 le directeur général de la Sogema. Dites-nous que recouvre exactement la notion de marché autonome. Voilà, la notion de marché autonome, c'est d'abord la volonté politique du gouvernant, puisque c'est le premier responsable du gouvernement à l'époque, le général Mathieu Kérékou, qui avait voulu rendre les affaires, sinon les centres des affaires, plus décents aux femmes, et qui avait décrété à l'époque certains marchés autonomes. Et c'était uniquement les femmes, c'était dédié uniquement aux femmes de Cotonou. C'est pourquoi à l'époque la Sogema s'appelait CEMAC, Société de l'exploitation des marchés de Cotonou. Et l'idée est venue comment? Puisque j'ai eu le temps de lire un peu, de parcourir un peu les documents de la Sogema. L'idée était venue donc du chef de l'État au regard donc de tout ce que les femmes lui apportaient à l'époque. Vous savez, les véritables femmes révolutionnaires à l'époque, c'était les femmes qui exerçaient au marché d'Antopa. Et ce sont ces femmes-là qui accompagnent le chef de l'État, le chef de l'État, le président Mathieu Kérékou. Et donc, pour faciliter, pour les aider quand même à tourner les activités dans des cadres décents, il a mis en place donc cette histoire de CEMAC, qui a évolué dans le temps, qui a évolué et qui est devenue Sogema, Société de gestion des marchés autonomes. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a décrété certains marchés autonomes par décret présidentiel, avec un statut et règlement intérieur accompagné de l'AOF et tout.
Donc c'est une structure autonome, un peu comme le port autonome de Cotonou, un peu comme la SONEB, un peu comme la SPE. C'est pour vous dire que dans les jours à venir, la SOGEMA peut s'élargir au niveau des autres communes. Parce qu'actuellement, la SOGEMA est présente uniquement à Cotonou. Puisque les marchés qui sont décrétés autonomes, dans le décret présidentiel, c'est le marché d'Antokpa, qui est d'ailleurs le plus grand centre d'affaires du Bénin, et le marché Bobano, le marché Misebo PK3 et le marché Ganri. Voilà les marchés qui sont décrétés autonomes et qui ont pour gestionnaire la SOGEMA. Donc alors, depuis le 13 juin 2016, j'ai pris les rênes de cette société où je suis devenu le sociétaire de la SOGEMA. Alors, est-ce que ce n'est pas une notion, cette notion de marché autonome, qui a été trouvée ou inventée surtout pour empêcher l'administration locale d'avoir accès à des ressources à une époque, il faut le dire, où cette administration était dans une politique, je veux dire, opposée à celle du chef de l'État. C'était à l'époque Nicéphore Soglo, maire de Cotonou, et puis Mathieu Kérékou, président de la République. Les deux hommes qui se sont affrontés dans l'histoire de notre pays de 90 jusqu'à 2001 au minimum. Vous savez, bon, c'est pas évident parce que la SOGEMA a connu le jour pendant les périodes révolutionnaires. Et à l'époque, c'était CEMAC, je viens de vous le dire, Société de l'exploitation des marchés de Cotonou. Vous savez, pendant la période révolutionnaire, les femmes, notamment ces femmes Amazon qui vendaient dans nos marchés respectifs, jouaient des castagnettes qu'on appelle les panourous. Okay. Voilà, et elle jouait ça pour le chef de l'État. C'est tellement que c'est ça qui avait intéressé le chef. Je n'étais pas rentré dans son génie, mais c'est tellement que c'est ça qui avait intéressé le chef de l'État, je ne sais pas, puisque c'était pour créer un cadre décent aux femmes pour qu'elles puissent exercer librement les activités commerciales. Donc, ça a évolué. Et Soglo est venu renchérir ça. Et Kérékou est revenu encore renchérir ça. Et aujourd'hui, nous sommes sous les talons. Yahi aussi a renchéri ça. Et nous sommes sous les talons. Et aujourd'hui, ça continue d'évoluer. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, à partir du moment où la décentralisation est arrivée, céder la gestion de la SOGEMA à la mairie notamment, et puis créer, disons, une SOGEMA pour chaque commune? Ça sera une confusion. Parce que la SOGEMA ne gère pas seulement les infrastructures marchandes. Et si vous voyez un peu sur le décret, c'est dit être transféré à la SOGEMA le marché d'Antokpa et toutes les infrastructures qui s'y trouvent. Il y a des parkings qui sont à Dantokpa, il y a des embarcadères qui sont à Dantokpa, il y a donc autant de choses que la SOGEMA gère à Dantokpa. Et donc, nous allons d'abord commencer par situer et la mairie et la SOGEMA. La SOGEMA est une société déconcentrée de l'État. C'est-à-dire c'est régi, c'est une société à caractère commercial, régie par les lois de l'OADA. Et la mairie, c'est une structure décentralisée de l'État, régie donc par les tests sur le recueil des lois et des tests sur la décentralisation. Donc c'est deux structures carrément différentes. L'autre, elle est commerciale, mais l'autre, elle est décentralisée, c'est-à-dire elle représente le pouvoir à la base, alors que la SOGEMA est censé d'apporter de la plus-value à l'économie béninoise. Donc, c'est deux structures différentes qui sont régies par des différents tests. Donc, si on va vouloir confondre la SOGEMA à la mairie, ça veut dire qu'on sera obligé de réviser carrément le caractère commercial de la SOGEMA. C'est une structure à caractère commercial. Voilà. Nous sommes là pour recouvrer les créances sur loyer pour l'État. Alors que la mairie, elle est là pour non seulement gérer les marchés, mais aussi gérer des infrastructures et réaliser également des infrastructures au sein donc de la communauté. Mais la SOGEMA ne réalise pas, par exemple, des écoles. La SOGEMA ne construit pas des écoles. La SOGEMA ne construit pas, la SOGEMA n'assure pas le contrôle de l'éclairage public, ni des voies. Par conséquent, les deux ne sont pas fondés sur les mêmes structures. Voilà. Donc il faut nuancer. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi qu'il en soit, vous êtes en charge de ces marchés dits autonomes, et comme nous sommes à l'ère des réformes, parce que c'est la rupture bien entendu, vous avez institué les vôtres. Quelles sont-elles? Merci beaucoup. Et
comme je viens de vous le dire, depuis le 13 juin 2016, bientôt 2 ans. 2 ans, ouais. quelques jours. 2 ans et quelques jours. 2 ans, quelques jours, j'ai été désigné comme le sociétaire nommé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, nommé comme le sociétaire de la SOGEMA. Et dès ma prise de fonction, il m'a été donné de constater que la SOGEMA, non seulement la SOGEMA elle-même, la société, végétait dans des dettes. J'ai pris la SOGEMA avec une dette de 4,7 milliards. Mais également, dans l'enceinte du marché, le marché végétait dans la médiocrité totale. Si vous entendez parler d'Antokpa ailleurs et que vous voyez les communautés qui fréquentent d'Antokpa et que vous y allez, vous allez constater que Dantokpa n'a pas été entretenu. Je prends Dantokpa parce que c'est le marché phare de la SOGEMA. Avant d'aller plus loin, vous avez parlé d'une dette de plus de 4 milliards. 7 milliards de francs. De 4,7 milliards 4 milliards à la SOGEMA. À la SOGEMA. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quelle structure? Très bien. Non, vous savez, la SOGEMA est une structure d'État. Et donc, elle est là pour travailler et rendre compte. Et donc, la SOGEMA doit des dettes vis-à-vis de l'État même, de l'État, à hauteur de plusieurs milliards. Elle doit des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs. Elle doit des dettes vis-à-vis même de certains usagers. D'où cette remarquable contentieux qui s'observe aujourd'hui à la SOGEMA. Parce que la SOGEMA donne des emplacements à une tierce personne et en redonne à une autre personne. Le même emplacement. Le même emplacement. Ce qui crée des contentieux. Et aujourd'hui, on ne cesse d'aller au tribunal pour des contentieux. Mais depuis 2007, je pense, un de mes prédécesseurs a pu régler un tant soit peu cette histoire en créant à la SOGEMA le service juridique et du contentieux. Qui a fait qu'aujourd'hui, la SOGEMA est soumise à moins de contentieux à la date d'aujourd'hui. Puisque avant, ne prenant pas connaissance des tests, et les agents de la SOGEMA et même les dirigeants faisaient de n'importe quoi qui allait contre les tests et qui mettait donc la société en péril. Voilà, donc, et je voudrais revenir sur votre question. Les réformes. Oui. Pour dire que, et quand nous sommes tombés dans cette histoire de dettes, on ne nous a pas envoyés là pour que nous fassions la politique. Nous sommes envoyés pour travailler. Et à l'aide de la rupture, on ne doit plus avoir de la complaisance dans la gestion. On doit travailler et rendre compte. Nous, on s'est donné comme mission de travailler et d'apurer d'abord les dettes. C'est vrai, de payer les encours, mais d'apurer les dettes. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, la direction des impôts doit pouvoir nous adresser un satisfecit à travers le ministère des Finances, puisque nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé pour pouvoir éponger un tant soit peu les dettes. On n'a pas pu faire grand-chose, mais on a manifesté la volonté d'apurer ces dettes-là. Et pour y parvenir, il faut qu'on engage un certain nombre de réformes dans le marché. Et au nombre de ces réformes, il faut d'abord assainir le marché, puisque le marché présente un caractère archaïque, un visage carrément qui n'est pas le sien. Et donc, il faut assainir le marché. Donc, notre première action, c'est d'abord aller au niveau de l'assainissement, où nous avons décrété le dernier week-end du mois, où on a décrété le dernier samedi du mois pour organiser la salubrité générale dans tous les marchés gérés par la SOGEMA. C'est pour contrôler d'ailleurs, pour contrôler. Et à ce rendez-vous, les emplacements, les boutiques, tout reste fermé de 7h à 9h. Et ça permet donc à la direction générale de faire un tour de travail avec les responsables du marché et de profiter pour voir les zones qui regorgent donc des déchets ménagers, les zones qui regorgent donc des tas d'ordures. Est-ce que les usagers du marché, les propriétaires de boutiques et consorts sont tenus de participer à la salubrité parce que d'abord ça engage d'abord les emplacements. Ce n'est pas la SOGEMA qui viendra balayer à leur place. Donc tous les usagers sont invités, même si l'usager même n'a pas le temps.
il envoie quand même un représentant qui le représente parce qu'à la fin, il y a des appels qui se font. Et dès lors que vous marquez votre absence à ce rendez-vous, la SOGEMA procède à une sanction. Soit on vous empêche d'ouvrir votre boutique pendant toute la semaine, ou on vous empêche d'ouvrir votre boutique pendant au moins 72 heures. On peut quand même avoir des empêchements. Et lorsque vous avez des empêchements, vous avez la possibilité d'envoyer quand même quelqu'un de votre famille ou bien quelqu'un qui vous côtoie, quelqu'un qui est avec vous. Donc, cet état de choses a fait que nous enregistrons à la date d'aujourd'hui moins de problèmes d'insalubrité dans le marché. C'est vrai que tout n'est pas encore rose parce que la SOGEMA aussi ne dispose pas de moyens conséquents pour pouvoir faire face donc à cette situation. Nous avons à notre niveau la SOGEMA juste 2 bennes tasseuses pour le ramassage des ordures. Et donc pour aller plus loin, nous avons commis d'autres prestataires qui évoluent avec nous et qui se chargent donc de ramasser les ordures aussitôt. Dans le marché, nous avons une association de femmes qu'on appelle les femmes bobettes. Et c'est dit en langue gon, je pense, les femmes bobettes. En langue gon, ça veut dire les femmes ramasseuses d'ordures. Et ce sont ces femmes qui s'occupent donc du ramassage des ordures et dans les secteurs, dans les différents secteurs, et qui les convoient vers les bacs à ordures. Et la SOGEMA, à notre tour, procède maintenant au levage des bacs à ordures. Donc voilà un peu comment le système évolue. Et on a essayé de renforcer ça. On est allé plus loin. On a sollicité les experts pour avoir un plan d'assainissement du marché. Un plan que nous allons pouvoir exécuter. Et donc, les experts nous ont produit, après étude, ils nous ont produit le plan d'assainissement du marché où, à notre niveau maintenant, la SOGEMA, nous avons, à la date d'aujourd'hui, le plan d'assainissement du marché. Vous n'avez pas à savoir que c'est un marché qui regorge du monde et par conséquent, doit dégager forcément assez de déchets ménagers. Assez de déchets ménagers. Je pense qu'après le port de Cotonou, c'est un pas qui doit être la deuxième structure qui dégage assez de déchets ménagers. Et après ça, maintenant, on est allé à la redéfinition des limites, puisque vous donnez des emplacements aux femmes. Vous donnez des emplacements aux femmes, et sur la carte d'attribution, c'est bien mis 6 mètres carrés. Mais elle laisse carrément l'emplacement, elle vient étaler sa marchandise sur la voie. Et cet état de choses empêche la fluidité de la circulation dans le marché. Et donc pour aller loin, pour rendre la circulation beaucoup plus fluide dans le marché, nous avons instauré un contrôle qu'on appelle opération de dégagement des voies. Ça permet quand même de redéfinir les limites, de réencadrer les femmes pour dire, sur ta carte d'attribution, c'est mis 6 mètres carrés. Donc, dégage tes affaires, arrange un peu tes marchandises et reste dans ton périmètre. Une situation également qui a fait qu'aujourd'hui, on peut rouler les véhicules dans le marché. Et pour aller plus loin, après la redéfinition des limites et l'ouverture des voies, parce qu'on procède à l'ouverture des voies de façon hebdomadaire, puisque nos mamans, nos sœurs et nos usagers, pour la plupart, c'est des gens qui expriment à chaque fois l'incivisme, le point d'incivisme dans le marché. Et ça qui fait que les bacs à ordures sont là, mais quand on mange, on laisse ça. Parfois, on arrive jusqu'à faire des matières fécales dans des sachets où on jette ça dans les allées. Donc, tout ça, c'est la manifestation donc, de l'incivisme que nous constatons au cours du marché. Et pour réparer un tant soit peu cette situation, la commission qui dégage les voies opère de façon hebdomadaire. Et ceci de façon inopinée. Parce que si déjà on annonce que la SOGEMA vient dans le marché, chacun essaie quand même de rester dans son périmètre. Alors que pendant l'opération, lorsque nous ramassons les marchandises, nous procédons à la verbalisation, à la sanction. Nous sanctionnons. Pas, évidemment, des petits sous, parce qu'il faut sanctionner. Sans la sanction, il n'y a pas la discipline. Donc, il faut sanctionner pour amener les gens à être disciplinés dans le marché. Donc, voilà un peu ce que nous avons commencé par faire depuis que nous avons pris service. Nous avons rendu beaucoup plus fluide la circulation. Nous avons redéfini les limites. Nous avons instauré cette salubrité dans le marché. Et nous avons procédé à plusieurs reprises au curage des caniveaux parce que les caniveaux n'étaient pas correctement curés avant. Il y a une zone qu'on appelle Wademesodji à Tokpa. Si vous y allez, ce n'est pas la joie, vous n'allez pas pouvoir respirer correctement.
alors que c'est dans cette zone que se prépare tout ce qu'on vend comme manger à Tokpa. Tout ce qu'on vend comme à manger comme ça à Dantokpa, c'est dans cette zone-là que ça se prépare. C'est la zone cuisine de Dantokpa en réalité, qui fait corps à un carnivore. Et le carnivore, difficilement on arrive à cueillir le carnivore. Cette année-ci, nous allons encore poser au curare parce que nous attendons d'abord l'avènement des pluies avant de poser au curare. Sinon, si on cuit ça avant l'avènement des pluies, lorsque 2 ou 3 pluies tombent, et ça reprend sa forme initiale. Et donc, nous attendons d'abord l'avènement des pluies avant donc de procéder au curage. Et donc, les curages seront faits incessamment. Donc, voilà un peu ce que nous avons essayé de faire au niveau donc, des femmes. Nous avons redonné vie à la radio Sojema. La Sojema avait une radio qui visiblement n'était pas trop connue, où la radio Tokpa a pris le pas sur la radio Sojema, parce que la radio Sojema n'était pas visiblement connue, alors que la radio c'est une richesse. Et nous disposons d'une radio qui est très écoutée par les bonnes dames, parce qu'au niveau du bâtiment central, on a placé des mégaphones dans les allées pour pouvoir faire écouter cette radio, parce que c'est la seule radio d'ailleurs qui sensibilise, qui procède à la sensibilisation réelle au niveau donc du marché. Et donc cette radio, nous sommes venus trouver la radio dans un état de délabrement avancé, et on a investi pour pouvoir redonner via la radio. Et aujourd'hui, nous avons délogé la radio de son siège initial pour l'envoyer en haut, toujours dans l'enceinte d'Antokpa, où la radio Sojema aujourd'hui s'est mise résolument au service d'encore de ses usagers, des femmes. Nous avons, pour pouvoir renforcer le programme de la radio et présenter un programme alléchant au public, nous avons procédé donc au recrutement des journalistes, des animateurs, des techniciens et tout, si bien que aujourd'hui la radio Sojema travaille de 6h à 0h les jours ordinaires et de 6h jusqu'à 2h, 3h du matin les week-ends. Et elle n'avait pas cette programmation-là, elle n'était pas soumise à cette programmation-là, c'est nous qui avions imprimé ça. Et donc voilà autant de choses que nous avons fait à la Sojema. Mais sur le plan de la gestion financière, est-ce que vous avez également procédé à des réformes? Est-ce que le marché, la Sojema génère aujourd'hui des ressources pour l'État? Très bien, et vous savez, sur le plan financier, nous avons d'abord, dans un premier temps, fait des observations. Les observations, c'est qu'il y a eu, de ces observations, il nous est revenu qu'il y a eu beaucoup de dettes. Pendant que la Sojema vit dans des dettes, il y a eu beaucoup de créances. C'est-à-dire que les usagers se sont endettés sous le dos de la Sojema. Il y a beaucoup d'arriérés. Des gens nous doivent 10 mois, 15 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans, voire 10 ans d'arriérés à la Sojema. De loyer. De loyer. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, nous avons constaté que nos emplacements sont mis à 70% en sous-location. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, l'état d'esprit donc, du gouvernant qui avait installé la Sojema, c'était de favoriser les dames. Donc, nous avons les prix, le coût du loyer, les prix dérisoires. Nous avons les prix dérisoires. Dites-nous à peu près dans quelle fourchette? Voilà, ça varie de 600 francs. Le mètre carré? Non, pas le mètre carré, 600 francs, voilà. La boutique? Je vais vous dire, il y a 2 catégories de vendeurs à Tokpa. Il y a les ambulants. Les ambulants, ceux-là qui mettent les trucs sur la tête et qui se promènent dans le marché. Et ceux-là payent 600 francs par mois. Ça fait, tout calcul, ça fait 20 francs par jour. Ça sonne un peu mal dans l'oreille, mais voilà, et c'est pour faire le social, je pense. 600 francs par mois. Les assises, ceux-là que vous voyez, ceux-là, les assises, ceux qui disposent des emplacements, mais qui ne sont pas dans des boutiques. Ceux-là payent de 1200 à 3000 francs. Ça varie, ça dépend de la zone, parce qu'il y a c'était pas secteur. Et mieux, ceux qui sont dans les boutiques maintenant, quand je viens au niveau du bâtiment central, le bâtiment central, c'est dans ce bâtiment que se fait
je vais dire, qu'on tourne les grandes affaires. Parce que c'est là qu'on vend les tissus, les bijoux, les sacs, etc. Et on les vend en gros dans ce bâtiment. Mais ces dames qui font ces affaires, ce n'est pas de leur faute, ça il faut le dire. C'est de la faute à la Sogema, qui n'avait pas su prendre ses responsabilités. C'est de la faute à la Sogema. Ces bonnes dames qui vendent et qui font ces chiffres d'affaires-là, elles payent de 2300 francs à 11 000 francs. C'est-à-dire, dans le bâtiment central, le loyer est à 2300 francs par mois, en passant par 3 000 francs par mois, 4 000 francs par mois, 5 200 par mois, 6 000 jusqu'à 12 000 francs au plus. Et vous voyez, quelque part, on dirait que la Sogema avait démissionné parce qu'on ne peut pas être dans un marché qui regorge assez de potentiel et ne pas pouvoir faire un bon chiffre d'affaires à la Sogema. Pourquoi vous n'avez pas changé justement ces loyers-là? C'est ce que je vous dis. Quand nous sommes venus, notre priorité, c'était d'abord de recouvrer les créances, les arriérés. C'était de recouvrer les arriérés, donc on a procédé au recouvrement forcé des arriérés. Et j'avoue que dans cette histoire, il y a des autorités qui ont perdu les emplacements, qui ont perdu des boutiques. Des autorités. Comment ça? Vous savez, nos boutiques sont pour la plupart le bien privé, je peux m'exprimer ainsi si vous me permettez, le bien privé de certaines autorités de la place. Parce que quand vous tombez dessus, et que vous voyez dans le fichier de la Sogema, si ça n'appartient pas à quelqu'un qui a été député, qui a été ministre, ou bien qui a été, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire que la plupart de nos boutiques ont été prises en otage par des hommes politiques. Et ces hommes politiques, en retour, n'exerçant pas dans le marché, mettent ces boutiques en sous-location. Et ça devient une autre forme d'affaires que nous rencontrons dans le marché. Vous imaginez, la Sogema qui est censée de recouvrir des créances est là, et les autres, c'est-à-dire ceux-là qui mettent les boutiques en sous-location, ils commettent les agences immobilières qui viennent opérer pour eux dans le marché. Parce que disposant de 30, 20, 40, 60 emplacements et ne pouvant pas venir opérer directement dans le marché, ils envoient les agences immobilières qui opèrent pour eux dans le marché. Les boutiques qui sont à 3 000 francs chez nous sont mises en sous-location à 40 000, 50 000, 60 000. Quand je prends la zone hangar, la Sogema, au niveau de la zone hangar, ne perçoit que 3 000 francs. Mais la zone hangar, les boutiques sont mises en sous-location à 50 000, 40 000. Et mieux, les gens procèdent même à la cession de ces boutiques-là. La vente de ces boutiques-là est suffisamment grave. Je vous dis, les gens procèdent à la cession. J'ai beaucoup de dossiers au tribunal par rapport à ça. Parce que moi, quand je suis venu, j'ai dit plus rien ne se passe comme avant. Le domaine de la Sogema. Alors que la Sogema ne les a jamais vendu le domaine. Le domaine n'a jamais été objet de vente de la part de la Sogema. Ça a été objet de location. C'est pourquoi quand vous prenez les documents qui détiennent, c'est bien mis dessus, permis d'occuper et carte d'attribution. Vous voyez? Mais ceux-là en retour, quand ils prennent les domaines, ils procèdent parfois à la sous-location de ces domaines ou à la vente. Alors que c'est un domaine public qu'on a mis à la disposition de la Sogema pour exploitation. Et le domaine public est inaliénable. Et les gens en vendent allègrement. Donc quand je suis venu, j'ai été sensibilisé à maintes reprises les femmes dans le marché, parfois à travers la radio Sogema, parfois même sur le terrain, où je leur dis, si quelqu'un se retrouve dans cette situation, la personne n'a qu'à s'adresser à moi. Et je vais lui retirer l'emplacement parce que dans notre règlement intérieur et dans nos manuels de procédure, la sous-location est formellement interdite. Et c'est ça qui a fait que dans les trucs de Ganri, il y a des Libanais qui ont le courage de me dire qu'eux, ils sont en sous-location. Quand vous prenez la boutique American 24 qui est à Ganri, on ne va pas citer. On va pas citer, bon, d'accord. Voilà, donc excusez-moi beaucoup. Et donc, voilà, donc nos boutiques, nos emplacements sont à 70% sous-loués. Voilà des situations qui ont fait que la Sogema
est tombée en faillite. Et quand nous sommes venus, notre priorité, c'était d'abord de recouvrir les créances. Parce qu'il faut travailler sur l'existant avant d'avancer. Donc c'était de recouvrir les créances. Et on s'est mis dans cette situation. Vous allez même voir nos trucs circuler sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, nous avons adressé un courrier au procureur. Et j'avoue que le tribunal a fait son travail parce que dans les clauses du contrat, c'est mis quelque part au niveau de l'article qui porte sur la résiliation, c'est mis qu'en cas où les parties, la résiliation ne sera pas faite à partir d'un règlement à l'amiable, l'une des parties peut quand même saisir la justice. Et nous, comme c'est nous qui sommes lésés dans ce contrat, nous avons saisi la justice et c'est ce qui a fait que j'ai pu obtenir plus de 250 boutiques. J'ai pu obtenir la main levée sur plus de 250 boutiques. Et là, je continue de remercier la justice de mon pays qui ne cesse de nous accompagner dans le règlement donc, de ces conflits. Puisque lorsque la personne met sa boutique en sous-location et que vous venez vous tomber dessus, c'est elle qui sera la première personne à sommer la Sogema de lui ouvrir la boutique. Et cette dame exprime parfois leur mauvaise foi, puisque vous mettez le truc en sous-location moyennant 50 000, 40 000, et les mecs sous la Sogema, vous refusez de donner. Donc, ça fait que quand on est passé maintenant du recouvrement forcé à la réalité, que j'ai dit réalité parce que nous sommes revenus encore, on a procédé au recouvrement forcé pendant au moins toute une année et demie, et depuis l'année passée, nous avons commencé par annoncer dans le marché que nous allons procéder à l'augmentation des loyers. À l'augmentation des loyers. Avant cette étape, est-ce que vous avez identifié ceux qui font la sous-location et est-ce que vous avez voulu avec coller de procès? Parce que si pendant des années, ils ont bénéficié et gagné de l'argent sur le dos de l'État, à un moment donné, il faudrait quand même que ces gens-la payent. Parce que si à ce niveau, la correction n'est pas faite, ça va forcément se poursuivre sur tout à fait. Vous savez, là où le point se pose, c'est quoi? Là, le point se pose, c'est que les gens n'arrivent pas à nous dire, à nous fournir exactement les renseignements fiables. Nous, on a besoin des renseignements. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir que celui qui est sur l'emplacement là, c'est un sous-locataire. Nous ne sommes pas Dieu pour le savoir. Vous le voyez, il va vous dire, écoutez, DG, c'est ma tante qui m'a mis là. Alors que c'est bien dit dans le règlement intérieur de la Sogema que dès lors que l'usager va se retrouver dans une situation d'incapacité physique de fréquenter le marché, la Sogema lui laisse la main de positionner celle ou celui qu'il veut sur son emplacement. Ça veut dire la Sogema, c'est là l'ouverture. C'est là l'ouverture, c'est la brèche. Voilà. C'est la brèche et on est capable physiquement, on dit bon Sogema, je ne peux plus venir au marché, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ci et ça, et on vient à la Sogema pour procéder à la mutation de nom. Dès que cette dame vient pour procéder à la Sogema, à la mutation de nom à la Sogema, qui ne coûte rien d'ailleurs à la Sogema, c'est qu'elle a déjà vendu l'emplacement et elle amène maintenant son client ou sa cliente pour que la Sogema procède à la mutation de nom. Parce que la Sogema dit, dès que vous allez vous retrouver dans une situation d'incapacité physique pour fréquenter le marché, vous nous amenez un usager de votre choix à qui nous allons muter votre nom. Nous allons poser la mutation de nom, au changement de nom. Vous voyez? Donc, c'est cette brèche-là qui a fait que les emplacements sont mis en vente comme pas possible. Même pas plus tard que la semaine passée, j'en ai encore enregistré une plainte où cette dame, au moins, elle est courageuse. On l'avait mis sur l'emplacement, mais aujourd'hui, sa propriétaire, sa soi-disant propriétaire, qui est derrière notre locataire, la menace au point où elle la menace de sortir de la boutique puisqu'elle a dit qu'elle veut vendre la boutique à 8 millions. L'autre dit que je n'ai pas 8 millions. La nouvelle équipe qui est là a refusé donc la vente des domaines. Je ne veux pas vendre. Et elle dit maintenant qu'elle a besoin de sa boutique, qu'elle veut fréquenter la boutique. Alors que quand vous la voyez, c'est une vieille dame. Et donc moi, je les ai reçus à mon bureau. Et j'ai dit, si vous avez laissé la boutique à cette dame et qu'elle l'a pu exploiter pendant 15 ans, ce n'est pas maintenant que vous allez l'arracher. En réalité, c'est plutôt nous qui allons vous arracher la boutique parce que
c'est dire que vous êtes incapable physiquement pour fréquenter le marché. C'est pourquoi vous avez mis la boutique à sa disposition. La dame, elle est plus longue, me dit, DG, depuis 15 ans, j'étais en sous-location. Et maintenant, elle me dit qu'elle veut mourir, et puis qu'elle est au soir de sa vie et qu'elle a besoin de l'argent. Maintenant qu'elle veut vendre l'emplacement. Et mieux, et puis, elle a même vendu l'emplacement sans mon consentement. Alors que j'avais déjà étalé ma fonds de commerce sur l'emplacement. À autrui, c'est ça? À autrui, sans mon consentement. Et j'ai dit, voilà, madame, bon, malheureusement, ce sont mes grands-mères, ce sont mes mémés, ce sont mes mamans. J'ai dit, bon, mémé, ce qu'il y a lieu de faire, moi, je vais trancher le problème. Mais si on va trancher le problème, on va aller de façon approfondie dans les analyses. L'emplacement revient de toi à celle qui a déjà étalé son fonds de commerce sur l'emplacement pendant des décennies. Donc, voilà un peu le genre de problème qui se posent au marché. Et c'est ça qui fait que l'assurement n'arrive pas à respirer. Dès lors qu'un directeur général va vouloir, ce n'est pas que mes producteurs n'ont pas eu l'ambition. Parmi mes producteurs, il y en a qui avaient osé et qui avaient forcé les choses pour aller à l'augmentation sur les loyers. Mais vous êtes confronté rapidement à un problème politique. Il ne faudrait pas savoir que le marché d'Antokpa est fortement politisé. C'est quand nous sommes venus qu'on a constaté qu'en réalité, le marché avait pour responsable une centaine, bon, je vais dire plusieurs centaines d'individus qu'on appelait délégués. Et c'est moi qui avais banni ce système-là. Ce système a été banni par mes soins parce que j'ai dit, nous ne sommes pas dans un quartier pour avoir un délégué, nous ne sommes pas dans un village pour avoir un délégué, nous sommes dans un marché. Et dans un marché, c'est l'acheteur et le vendeur. La troisième personne est un voleur. Et la troisième personne qui doit intervenir dans le marché, légalement, c'est d'abord la SOGEMA. Et la SOGEMA dispose d'un personnel. Nous avons les agents percepteurs, nous avons les agents de recouvrement, nous avons des services compétents pour s'occuper donc des problèmes des femmes. Est-ce que vous pas les délégués qui vont relayer le marché? Est-ce que vous avez subdivisé le marché pour confier des zones à vos employés pour que cette affaire de délégués, les responsabilités qui étaient assignées à ceux-là puissent être exercées par vos soins? Oui, actuellement, les responsabilités qui étaient assignées à ceux-là, aujourd'hui, sont exercés par nos soins parce que nous avons résilié ce contrat. Puisque quand moi je suis venu, je ne sais pas exactement le rôle que ces délégués jouent. Alors que ces délégués étaient là pour la plupart pour saboter l'image du DG. Comment? Voilà, c'est les délégués qui sont reçus par le DG. Et quand le délégué rentre dans le marché et dit que c'est le DG qui m'a envoyé, les femmes naïvement, elles croient à son message et elles sont soumises, donc elles se soumettent donc à son dictat. Donc c'est pour éviter ça, puisque dans des zones données, il y a des délégués qui viennent rançonner, il y a des délégués qui étaient à 300 francs par jour auprès des bonnes dames. Et ce délégué, quand il vient, c'est juste pour prendre les 300 francs et repartir à la maison. Et les bonnes dames croient que cette histoire de 300 francs est relayée et remontée jusqu'au niveau du directeur général, du assurement, et pas comme ça le directeur général, mais c'est faux. C'est faux. Et bizarrement, la mentalité du marché également a contaminé le service, la direction SOGEMA. Si bien que c'est quand nous sommes venus maintenant qu'on a commencé par nettoyer le Kiri. Moi, j'ai fait arrêter un agent de la SOGEMA qui a osé prendre chez une dame 2 300 et quelques mille pour lui donner un emplacement. Or, dans nos livres, l'emplacement chez nous, ça ne coûte rien. Avoir d'emplacement chez nous, ça ne coûte rien. Et quand la maman m'a saisi, la maman, elle était fatiguée, elle allait même jusqu'à me dire que DG, ce sont mes enfants qui m'ont envoyé l'argent. Et votre collaborateur me l'a pris. Et quand j'ai commencé par apprendre à la radio qu'il y a un DG qui est venu, qui est en train de nettoyer le Kiri, qui est en train de rétablir la justice dans le marché, je me suis dit, il faut que je me porte vers lui pour qu'il puisse quand même régler mon problème. J'ai dit, maman, je vais vous régler ce problème dès l'instant même. Et vous l'avez réglé? À l'instant même où vous parlez, je règle le problème. J'ai appelé le commissaire spécial d'Antokpa et je lui ai confié l'argent. Et il a dormi, il a passé sa première nuit au violon le même jour. Malheureusement, c'était un vendredi. Et il a passé sa première nuit au violon le vendredi. Là. Le samedi, ses parents ne vont pas m'appeler. Moi, je n'ai pas voulu répondre. Je dis, quand quelqu'un m'appelle, je les renvoie au commissariat. J'ai dit, il doit d'abord rembourser les 2 millions et quelques avant maintenant que la SOGEMA ne prenne cette responsabilité sur le plan disciplinaire. Parce qu'on doit convoquer le conseil de discipline qui doit statuer sur son sort. Donc, ce qui a été fait, et il a payé, il a reconnu les faits. D'abord, déjà devant moi,
quand je l'ai appelé, j'ai dit, vous connaissez la dame? Il dit, oui, je la connais très bien. Il dit, DG, ce n'est pas une histoire qui date de votre temps. J'ai dit, depuis quand? Depuis 2014. J'ai dit, bon, si c'est 2014, l'administration a une continuité. Vous allez retourner les sous, vous allez rembourser. Et il me dit, bon, il a voulu murmurer, de toute façon, c'est pourquoi j'ai fait appel au conseil. De toute façon, la situation a été réglée par... La situation a été réglée, et ce n'est pas d'ailleurs la seule situation que nous avons réglée. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. On a compris que le marché d'Antokpa regorge assez de problèmes, il y a tellement de problèmes dans ce marché. L'autre problème également, c'est la récurrence des incendies. Peu avant votre entrée en fonction, on a enregistré un gigantesque incendie, et quelques mois après, il y a eu un autre qui est survenu. Quelle est la source? Comment ça se passe? Vous savez, et là, je vous remercie. La récurrence des incendies, ce n'est pas dû à la Sogema, mais c'est d'abord dû à l'architecture que présente aujourd'hui le marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa, aujourd'hui, que vous m'en excusez, ne présente plus l'aspect d'un marché fréquentable. Parce que même si vous montez sur le pont, à la descente du pont, vous allez constater les apatams qui y sont érigés. Et vous allez constater que c'est des trucs qui datent de très longtemps et faits même en matériaux précaires. C'est des tôles par-ci, des toitures, pardon. Et quand les femmes, les bonnes dames qui vendent dans le marché très tôt le matin, qui servent les apprentis et camionneurs qui déchargent les marchandises au cours de la nuit. Oui. Il y a des dames, il y a ces revendeuses-là qui vendent donc les nourritures à ces apprentis qui prennent leur petit déjeuner très tôt, à partir de 6 h du matin. Et donc, ces dames-là préparent dans les allées. Or, même si vous prenez aussi les allées de Dantokpa aujourd'hui, c'est difficilement que vous allez circuler dans ces allées. Et pour la plupart, les trucs sont construits même en bambou. Vous voyez? Donc, quand on prend tous ces aspects-là, que je mets dans l'architecture actuelle de Dantokpa, vous allez constater que Dantokpa ne présente plus aucune garantie de sécurité et pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui s'y fréquentent. Parce que le marché n'a pas d'allée, les bâtiments sont vétustes, l'incivisme est grandissant parce qu'on prépare dans les allées, et lorsqu'on prépare dans les allées à 4 h du matin, 5 h du matin, et que le charbon donnait un autre effet sur le bâtiment, ça va prendre feu. Par rapport à l'incident qui est survenu en octobre 2015, c'était lié à un problème extérieur. C'était lié à un camion qui était en transit pour Fayao, quelque chose là, l'essence frelatée. Voilà, l'essence frelatée. Donc c'est lié donc à ça là. Oui, mais quand ces phénomènes se déroulent, les incendies à répétition, quelle est justement, que vous êtes arrivé, la gestion que vous avez de ces sinistrés, qu'est-ce que vous avez fait pour régler un tant soit peu le sort de ces gens-là? Réattribution de boutiques et consorts, qu'est-ce qui a été fait? Oui, très rapidement, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui a été fait d'abord, et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter mes collaborateurs, parce que quand on était venu, c'était sous notre gestion qu'on avait relogé les sinistrés d'octobre 2015. Les sinistrés notamment de la zone pièces détachées. Et ils étaient au nombre de 900 et quelques environ, mais on a pu faire ça sans faire beaucoup de bruit. Alors que, avant même ma prise de service, c'est les bâtiments, enfin les locaux qui ont été aménagés, construits pour accueillir ces sinistrés, ont été répartis déjà. Il y avait déjà une clé de répartition sur ces locaux-là en faveur des gens qui ne fréquentent même pas le marché. Et quand nous sommes venus, on a sorti une note de service pour annuler, pour supprimer donc cette note de service qui avait octroyé des emplacements aux gens. Et on a tout repris. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, les gens sont là, ils tournent leurs activités. Mais dans le même temps, l'incendie qui est survenu récemment, le 18 avril, dans la nuit du lundi 18 avril 2018, et je pense que cet incendie a pour origine, je n'ai pas mené des investigations, il revient aux
aux professionnels de mener des investigations pour nous donner la source réelle de l'incendie. Mais pour l'heure, je continue de condamner les dames qui préparent dans les allées. Parce que là où ça s'est produit, il n'y a pas de courant là-bas, il n'y a pas de fil électrique là-bas, il n'y a que des produits vivriers qui sont entreposés là-bas. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'incendie. Il ne devrait pas y avoir d'incendie. Donc c'est tellement que ce sont les femmes qui préparent dans les allées qui ont amené l'incendie là. Mais nous disposons du groupement, nous disposons de la présence des sapeurs-pompiers désormais dans le marché. Et dès lors qu'il y a incendie, ces derniers alertent leurs collègues pour que la situation soit vite et rapidement maîtrisée. On ne va pas prier pour qu'il y ait incendie, mais cette situation témoigne de ce que le marché d'Antokpa n'est plus un marché qui pourra répondre favorablement à l'attente de ses usagers et de tous ceux-là qui fréquentent. On doit forcément désengorger le marché. Justement, vous avez prévu, avec le soutien du gouvernement, le transfert du marché de vente de gros vers, je crois, dans la commune d'Abomey-Calavi. Qu'en est-il exactement, les conditions, les modalités de ce transfert-là? Ça va se passer comment? Justement, vous savez, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, la Sojiba, même qui est en charge de la gestion du marché, n'arrive pas à rentrer en possession directe de ses fonds. C'est pas facile. Même l'augmentation que nous sommes en train d'opérer actuellement, on sait tout ce qu'on vit, c'est des plaintes, c'est des plaintes à n'en point fini. Mais quand je viens disons, éviter tout cet état de choses qui s'observe aujourd'hui à Dantokpa, c'est de procéder carrément à sa délocalisation pour redonner, pour réattribuer les emplacements aux usagers. Et quand on parle de délocalisation, c'est dit qu'aujourd'hui le marché d'Antokpa se présente comme un marché à caractère urbain. C'est comme le marché Saint-Michel. Or, Dantokpa ne doit pas être un marché à caractère urbain. Le Dantokpa est le centre névralgique des affaires au Bénin. Par conséquent, Dantokpa doit être un marché spécial. Un marché où, quand vous y allez, c'est pour aller peut-être prendre des trucs en gros. Mais aujourd'hui, il y a les grossistes, il y a les détaillants et il y a tout qui évolue dans le marché. Vous voyez? Donc, c'est pour régler toute cette situation qu'aujourd'hui, le gouvernement, par l'entremise de son chef, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a jugé utile, un peu comme tous les Béninois d'ailleurs, a jugé utile pour que le marché d'abord soit désengorgé. Et pour le désengorger, il faut carrément le délocaliser. Envoyer les grossistes ailleurs et envoyer maintenant les détaillants ailleurs. Et on saura supprimer Dantokpa de cet emplacement de façon oui, totale. Parce que quand vous allez à Dantokpa aujourd'hui, il y a des habitations qui s'y trouvent. C'est comme un quartier, c'est comme un QG. C'est comme un QG. Au point où même les soirs maintenant, il y a des marchés de nuit. Les soirs. Vous voulez parler des travailleuses de cesse? Oui, des travailleuses de cesse, les soirs. Et la dernière fois, avec le commissaire, on a mené une opération conjointe pour aller arrêter quelques-unes. Mais vous savez, là où on fait le marché, c'est un lieu sain et c'est un lieu touristique. Et là où on fait un marché, on ne peut pas accepter que les gens viennent faire ces conneries-là, là où on fait le marché. Mais voilà qu'aujourd'hui, le marché n'a même pas de portail, ça n'a pas de clôture, c'est ouvert. Et ça s'étend au jour le jour. Parce que l'explosion démographique a fait que chaque jour que Dieu donne, les gens veulent fréquenter le marché. Les gens veulent fréquenter. Alors que le marché, c'est une infrastructure socio-communautaire où il fallait trouver de la place à tous ceux-là qui manifestent le désir de vendre au marché. Donc c'est pour ça que le gouvernement qui a prévu plusieurs hectares pour pouvoir reloger les gens, pour pouvoir en faire un nouveau marché et envoyer les grossistes là-bas, revenu maintenant au niveau du stade de l'Amitié pour construire un grand mall. Un grand mall à plusieurs niveaux. Et ça s'observe dans les pays les plus développés. Ça dit que, vous savez, le patron, le chef de l'État, le président Talon, veut imprimer une marque au Bénin. La marque du goût. Ça s'observe dans les autres pays d'ailleurs. Mais il veut imprimer cette marque-là au Bénin. Parce que quand vous voyez un peu le mall dont il s'agit, vous allez vous rendre compte que c'est des trucs qu'on voit en Chine. Et on verra ça au stade de l'Amitié.
ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un message politique, c'est du réel, c'est quelque chose qui sera concrétisé. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est sous talon que nous allons encore connaître des grosses œuvres au Bénin. À part, en tout cas, les populations auront le temps de toucher du doigt toutes ces réalités. En tout cas. Parlons rapidement en quelques petites minutes du bilan du régime Talon. C'est le dernier sujet que nous allons aborder au cours de cette émission, le bilan et surtout la place de la jeunesse au niveau de ce régime. Quel est votre regard? Dites-le nous en une minute. Quand vous voyez d'abord les responsabilités, la confiance du chef de l'État à l'égard d'abord de la jeunesse, vous saurez déjà que la jeunesse occupe une place de choix, non seulement dans le PAG, mais au sein donc du gouvernement. Et quand je vois un peu, quand vous prenez les grands travaux routiers qui se réalisent aujourd'hui dans le pays, c'est la jeunesse, c'est à la jeunesse qu'on fait appel pour aller travailler. Ce n'est pas la vieille classe qui est en train de travailler, mais c'est plutôt la classe de la jeunesse qui est en train de travailler. Et ces jeunes-là qui ont appris quelque chose, ces jeunes professionnels, pétris d'expérience et tout, et ce sont ces jeunes-là à qui on fait appel pour aller travailler. Donc c'est dit que l'exécution d'abord du PAG fera appel à un pourcentage élevé de la jeunesse pour travailler. Et quand la jeunesse travaille, ça contribue déjà au développement du pays. Vous voyez le projet asphaltage qui va démarrer bientôt, dans la phase pratique, démarrer bientôt parce que la phase étude, tout ça là, c'est déjà terminé. Dans le projet asphaltage, il faut voir le nombre de rues que ce projet prend en compte. Et dans ce projet, c'est uniquement les jeunes que vous allez voir à l'œuvre pour faire le travail. Donc, c'est dit que la jeunesse occupe une place de choix dans l'exécution du PAG. Et aussi bien au niveau de l'électricité, au niveau des voies, au niveau des constructions des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières, des infrastructures sociales, etc. Tout ça, ça fera appel à la jeunesse. Donc c'est dit que le PAG d'abord est axé sur l'emploi de la jeunesse. Voilà ce que je peux dire. Et j'avoue que depuis l'indépendance, où nous avons connu des présidents comme Hubert Manga, sous qui le CNHU a vu le jour, où nous avons connu le général Mathieu Kérékou, sous qui le stade de l'amitié a vu le jour. C'est maintenant nous voulons voir des bâtiments érigés, des bâtiments spécifiques, spéciaux, érigés au Bénin, des bâtiments ultra-modernes érigés au Bénin sous le président Talon. Vous n'avez rien vu sous les efforts Soglo, vous n'avez rien vu sous Boniaï, des échangeurs, Je n'ai pas dit que ces présidents n'ont rien fait. C'est la population de constater tout cela. Voilà, je n'ai pas dit que ces présidents n'ont rien fait. J'ai dit, je parle des grosses œuvres. Et quand je prends par exemple le centre médical qui sera construit bientôt à Calavi, ça va parler des grosses œuvres. Parce que là, et ça va même dépasser le CNHU, donc c'est de ça que moi je parle. Quand je parle de l'aéroport de Glo-Djibé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est sous Talon que nous allons prendre connaissance, que nous allons voir véritablement la naissance des grosses œuvres encore au Bénin. Quand je prends même le grand marché de Glo, qui va accueillir désormais une partie de Dantopa, c'est un marché qui s'étend sur plusieurs hectares. Quand je prends le grand mall qui sera érigé à l'heure du bilan, on fera le point. Donc voilà, et moi je pense que la jeunesse, étant donné que la jeunesse occupe une place de choix dans l'ossature du programme d'action du chef de l'État, il revient à cette jeunesse-là de l'accompagner. Chacun de nous doit pouvoir l'accompagner autant qu'il le peut. Parce qu'il a besoin de notre soutien, sinon, si c'est cette même jeunesse qui va le décourager, ça veut dire que nous allons toujours demeurer le sac au dos des aînés politiques. C'est le chef de l'État aujourd'hui, c'est le chef de l'État aujourd'hui que nous voyons qui est en train de sortir la jeunesse de l'ornière. Monsieur le directeur Amand Gansé, vous dites avoir été désigné par Dieu, les mânes de nos ancêtres, pour une certaine mission, notamment dans la ville de Boï. On veut nous expliquer cela en guise de conclusion. Dans la ville de Boï, comme vous savez, comme je viens de vous le dire,
je reste redevable à la ville de Boycon parce que c'est la ville de Boycon qui m'a tout donné. Et donc je reste redevable à la ville de Boycon. C'est pourquoi j'attache un grand prix à cette fraternité-là, cette convivialité-là qui doit régner entre les jeunes, les aînés, les habitants de cette ville et ma modeste personne. Et pour vous dire que je vais toujours continuer de ratisser l'âge pour l'autorité, pour le chef de l'État dans la ville de Boycon et environ, et laisser le soin à sa personne de décider en son temps et ce à quoi nous allons appliquer ce résultat que nous allons obtenir sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Armand Gansé. C'était donc là notre invité de ce jour. Nous avons parlé avec lui de ses relations avec son ancien mentor Luc Atrokpo dans la ville de Boycon. Nous avons également énormément abordé la gestion des marchés autonomes, notamment celui de Dantokpa, appuiement des dettes, assainissement du marché, redéfinition des limites des emplacements loués, lutte contre l'incivisme, restructuration de la gestion financière par le recouvrement des créances, lutte contre la sous-location et la vente des emplacements. Il y a énormément de défis que Armand Gansé tente de relever dans le marché d'Antokpa et dans les marchés autonomes du Bénin. C'était donc la dimanche politique à Tranquille à 4 Benoît. Merci à vous, James William Gbagidi. Prenez le rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro, toujours avec le même plaisir, un programme organisé par EDEN Télévision Diaspora FM, en nouvelle diffusion ce soir même sur nos deux médias à partir de 21h, mardi prochain à partir de 21h sur EDEN Télévision. Portez-vous bien et vous qui n'avez pas eu le temps de nous suivre, vous pouvez regarder l'émission en intégralité en streaming sur notre chaîne YouTube Bénin EDEN Télévision et si possible également en live. Portez-vous bien, à bientôt.